juste... OK. Voilà. Donc, on va justement faire cet exercice un petit peu délicat, comme on l'a dit, hein. Il y avait énormément de choses. Donc, déjà aussi, moi, je tiens aussi à remercier un petit peu tous les participants et les participantes. On voit qu'il y a un foisonnement de solutions et de réflexions et de développement en cours. Euh, pour ce qui est de l'axe 1, on avait essayé de mettre en avant un petit peu des réflexions autour des compétences numériques. Quelles sont les compétences et là, la première remarque qu'on s'est faite, c'était que finalement, aujourd'hui, on ne remet pas en cause l'existence de ces compétences numériques ou de la définition de ces compétences. Il semble qu'il y ait non seulement un consensus sur la nécessité d'en avoir, mais qu'il y en a effectivement qui ont été développés au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des différents pays ou des différentes régions. On a dans les plans pédagogiques ces compétences qui sont décrites. Et on a fait référence assez directement. Donc, on peut déjà voir là-dedans, si on se pose il y a quelques années de cela, où on était peut-être en train de développer ces compétences, maintenant on les a et on les utilise. Et je dirais que les questions qui se posent actuellement on a essayé de les mettre par groupe. Il y a des côtés apprenants, côté des enseignants, enseignantes, côté institutionnel, côté aussi plus du côté des domaines de la professionnalisation, c'est de savoir finalement comment on va les utiliser, comment on les mesure aussi. C'est-à-dire, on fait référence dans les cours, on fait référence dans les programmes, mais comment est-ce qu'on mesure qu'ils sont bien utilisés, ils sont bien développés? Donc, on a vu plusieurs des projets qui ont été présentés qui s'attachent aujourd'hui à évaluer, à mettre en avant, à rendre visibles ces compétences. Donc là, je dirais qu'on est tous d'accord que c'est absolument nécessaire aujourd'hui et que ces compétences, elles sont multiples. On a aussi relevé à plusieurs reprises que ce n'est pas simplement des compétences liées à l'utilisation, on va dire, de l'outil informatique ou du programme informatique, mais aussi des compétences qui sont des compétences sociales, sociétale autour de l'utilisation et de la mise en place des solutions du numérique. On a au niveau aussi des gestes professionnels tout un côté, et ça revient, et je dirais que c'est pas simplement pour l'axe 1, mais c'est la compétence numérique. Une fois qu'on l'a définie, on la mesure, il y a aussi le besoin d'accompagner. Et ce besoin d'accompagnement, on l'a très certainement du côté des enseignants. On a plein d'exemples où justement on essaye de donner, on a aussi relevé dans les différentes conférences qu'on a eues, cette problématique de dire si on demande à un enseignant d'aller enseigner, d'utiliser ses compétences et d'enseigner dans ces domaines, il faut qu'il ait lui-même, qu'on le forme lui-même, qu'on l'accompagne pour qu'il puisse le faire. Et de ce côté-là, ce côté accompagnement, on l'a vu apparaître très souvent, mais c'est aussi valable pour les étudiants ou les apprenants, puisque là, on a dans certaines des projets, on a montré que quand un un enseignant met dans son cours l'utilisation de certaines ressources numériques ou certains programmes, il va demander, on attend aussi que l'apprenant puisse utiliser, puisse avoir ces compétences-là. Donc, on a cette double action, formation et accompagnement qui suit. Moi, une chose qui m'a personnellement aussi très intéressé, c'est de voir que le côté institutionnel n'était pas oublié. Et le chef des services des hautes écoles l'a bien mentionné aussi, c'est que aujourd'hui, si avant la crise, on avait déjà vu apparaître, avant la pandémie, ces questions des compétences numériques et de l'utilisation d'éthique étaient déjà là, on parlait souvent au niveau des enseignants, au niveau des équipes enseignantes, au niveau des apprenants et moins du côté institutionnel. Aujourd'hui, avec la crise, à la sortie de cette crise, on doit accompagner aussi, on va dire, les leaders institutionnels à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, on a des exemples, on a des best practices, on a vécu des choses pendant ces 4 derniers semestres et il faut prendre des décisions pour la suite. Et ces décisions, ce n'est pas des décisions simplement pour la fin de la crise qu'on espère pour bientôt, mais c'est également aussi pour
ça va ancrer les institutions dans un futur à moyen terme, voire à long terme. Donc là, actuellement, c'est un grand enjeu d'accompagner dans ces compétences et donner les compétences numériques aussi aux responsables des institutions. Et le côté de la professionnalisation, on voit aussi que finalement, l'utilisation de ces compétences, il faut aussi pouvoir les montrer, il faut pouvoir les rendre, les capitaliser, on va dire, au niveau professionnel. Donc là, sans vouloir rentrer dans les détails de cet axe 1, où il y avait, comme on l'a déjà dit, c'était plutôt l'axe 2 qui était, et Julie va prendre la parole maintenant pour présenter un petit peu les résultats de cet axe 2. Axe 1 et axe 3 étaient moins sollicités, parce que je pense aussi qu'au niveau de l'axe 1, c'est un petit peu la conclusion que je tirais ça, qu'aujourd'hui, il est pour tous très clair quelles sont les compétences numériques, on les a définies, qu'est-ce qu'on a besoin. Les questions, c'est plutôt comment les développer, comment les implémenter et comment accompagner les différents groupes de personnes. Donc ça, c'est un petit peu ce qui ressort des différentes interventions de ces 2 jours. Merci pour ça. Et là, l'axe 2. Alors oui, donc notre axe 2, c'était quels espaces d'apprentissage dans la formation de demain et comment les crée-t-on. Donc je vous rappelle que c'est l'axe qui avait effectivement, comme l'a dit Damien, le plus de contributions, qui semble tout à fait normal vu la période qu'on a vécue. On s'est beaucoup questionné sur ces dispositifs. Donc on a plusieurs côtés, disons, qui ressortent. Alors un côté apprenante qui est plutôt au niveau des compétences disciplinaires des apprenants ou de leur motivation. Donc par exemple, au niveau des apports et des limitations des outils numériques, on a beaucoup de choses, notamment au niveau de l'enseignement de la langue 2, par exemple, ou au niveau de l'enseignement de l'histoire à l'école primaire, au niveau de réussir en fait à passer une tension entre des limitations technologiques et des besoins pédagogiques ou didactiques. On retrouve ces préoccupations-là, quel outil choisir, comment le choisir pour développer les compétences, comment évaluer ces compétences. On a la classe inversée qui est beaucoup revenue dans les publications avec des tests de classe inversée à différents niveaux. Mais également l'utilisation d'éthique pour le développement de compétences chez les enfants, par exemple, notamment des habiletés visio-spatiales, etc. Toutes ces catégories-là, en fait, elles sont séparées, mais on pourrait toutes les... Disons qu'on a essayé de faire ressortir des grandes lignes qui sortent des contributions, mais on voit bien que ce n'est pas des boîtes qui sont imperméables et on ne passe pas d'une boîte à l'autre. Bien sûr que dans les contributions, il y a plusieurs aspects qui sont balayés et donc là, on en fait ressortir les aspects majeurs. On a également un aspect au niveau de la favorisation de l'engagement et de la motivation des apprenantes. On voit bien là, et je pense que la crise Covid n'y est pas pour rien, c'est-à-dire comment on engage étudiants et étudiantes, apprenants et apprenantes à distance ou en hybridation, comment on maintient un engagement. Donc, l'idée de concevoir ou d'utiliser la technologie pour favoriser le bien-être et la motivation dans les apprentissages, de développer des outils pour évaluer cet engagement également. On retrouve des publications qui visent à comment finalement on évalue l'engagement des étudiants et des étudiantes, mais également des étudiants pour la favoriser, pour l'améliorer, et notamment dans le cadre de dispositifs hybrides. Donc là, on voit bien qu'on va à la fois développer des compétences disciplinaires pour le coup, ou alors chercher à faire engager les apprenants et apprenantes dans les dispositifs, qu'ils soient complètement à distance ou hybrides, et même évaluer leur engagement de manière à finalement fournir aussi peut-être plus tard des outils de régulation ou des outils qualité en tout cas pour évaluer l'impact des cours. Du côté, on a un côté qui s'intéresse, et ça semble très normal, une fois qu'on s'est intéressé au développement des compétences des apprenants, on se dit que il faut également réussir à développer les compétences du côté des enseignants et des enseignantes, notamment aller chercher à créer des outils pédagogiques et didactiques pour l'enseignement dans les espaces hybrides. Donc là, on retrouve des publications qui en fait visent à apporter des réponses sur notamment la scénarisation des espaces d'apprentissage, et donc qui proposent des pistes pour développer des scénarios, qui proposent des modèles de scénarios pour le learning,
qui propose un développement d'un processus pour la création de vidéos qui est partagé entre des chercheurs et des enseignants. Et donc là, on voit qu'on est vraiment sur l'idée d'apporter des outils aux enseignants et enseignantes qui vont devoir s'approprier ce type de dispositif. Mais apporter des outils, ça demande également d'être au clair sur les besoins. Donc, les besoins de ces enseignants et ces enseignantes, on voit dans cette transformation finalement des espaces d'apprentissage que les gestes professionnels changent. Par exemple, le scénario, ce n'est pas quelque chose de classique. Le geste professionnel change, les besoins changent, les dispositifs de formation du corps enseignant sont amenés également à changer. Donc, par exemple, on peut voir qu'on a des publications qui mettent en avant la déstabilisation des professeurs face à ces nouveaux dispositifs. Et donc, on a un besoin d'évaluation des pratiques enseignantes, des besoins des enseignants. Donc, on va chercher à mettre en place des soutiens. On va chercher à mettre en place peut-être des formations continues, des formations initiales. Et ça, c'est un vrai challenge, je pense, en tout cas, des hautes écoles pédagogiques, mais même plus largement de chaque haute école dans laquelle il y a de l'enseignement, donc de chaque haute école, pour former ces enseignants, lui donner la possibilité de créer ces dispositifs, de naviguer dans ces dispositifs et d'être à l'aise avec son expertise dans ces dispositifs. Donc, enfin, on a une composante qui est ressortie très fortement des publications, et ça, c'est par nos provenances. On est d'abord, finalement, majoritairement des formateurs et des formatrices dans des écoles professionnelles. Donc, il y a un grand côté de la professionnalisation qui est ressorti, et notamment l'utilisation du numérique pour le développement des compétences professionnelles. Donc, par exemple, on a la proposition d'aller créer des portfolios grâce au numérique qui vont être numérisés avec quelque chose qui a un apport comparé au portfolio classique. Donc, tout ce qui est du serious game, la place des serious games, leur rôle, comment les utiliser. On voit également qu'on a l'utilisation des vidéos pour recréer le contexte de classe. Donc là, on retrouve cette idée de simulation dont on nous a parlé dans une des conférences. Comment on simule finalement un terrain professionnel pour permettre le développement de compétences professionnelles. On a également une idée d'appui sur la validation des acquis d'expérience pour la création de dispositifs de formation. En fait, on retrouve tout ce qui est de l'ordre du développement des compétences, de la professionnalisation, du numérique pour permettre la professionnalisation, alors part souvent finalement de la simulation et des situations de simulation ou des situations de pratique réflexive qui seraient menées numériquement. Et enfin, on a, bien sûr, puisqu'on a mis en place des choses, puisqu'on a peut-être développé des compétences soi-même, puisqu'on a essayé, on a toute une partie des publications qui portent sur la comparaison et l'analyse de dispositifs entre des dispositifs à la fois présentiel-distanciel ou synchrone-asynchrone, où on a toute une partie qui porte sur l'évaluation des dispositifs, l'impact qu'on peut en tirer. Donc, notamment, par exemple, au niveau du leadership, la comparaison d'un enseignement synchrone à synchrone, en termes de développement du leadership dans une formation à distance. On a des dispositifs qui marchaient en présence. Est-ce que quand on les transpose à distance, c'est la même chose? Quels sont les challenges? Et ça, il y a des publications qui s'intéressent à ce genre de questions et qui tentent d'en apporter d'y apporter des réponses. Enfin, on a tout ce qui est de l'idée d'aller développer des gestes professionnels par l'hybridation. Alors, finalement, est-ce que c'est plus, moins que quand on était tout en présence, en se voyant tout le temps? Donc ça, il y a des publications qui s'interrogent là-dessus. Et on a également l'idée de se dire, OK, est-ce que le développement hybride, est-ce que c'est l'avenir? Et finalement, les espaces d'apprentissage, OK, dans la culture du numérique, mais qu'est-ce que c'est la culture numérique? Et donc ça demande finalement une définition peut-être de ce genre de choses-là pour continuer à avancer. Et donc là, je dis juste un mot sur le fait que on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses, finalement, beaucoup de publications qui peuvent se regrouper. Alors bien sûr, c'est des critères subjectifs qui sont les nôtres. Vous auriez pu en trouver d'autres. Mais par cette grille de lecture, on voit déjà qu'on peut faire quelques pôles autour de certains grands axes. Et donc là, on ne retrouve pas le côté institutionnel de manière
explicite dans les communications. Par contre, on voit dans les dialogues que le côté institutionnel est sorti à de nombreuses fois, notamment finalement, certaines institutions passent en hybridation pour des raisons de coût, pour des raisons de taille, pour des raisons de besoins au niveau des professeurs, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de durabilité. Enfin, donc, le côté institutionnel, même si dans cet axe-là, il n'est pas la base des publications, il ressort très souvent comme une des contraintes poussant l'hybridation, favorisant l'hybridation, ou au contraire, peut-être la retenant encore un peu. Donc, je laisse la parole à Damien pour l'axe 3. Oui, alors merci. Donc, l'axe 3 posait la question de l'évaluation pour la formation de demain. Et là, je dirais ce qui est ressorti le plus, c'est la question de l'évaluation en temps actuellement, donc l'évaluation en ligne. C'est un petit peu là-dessus qu'on va faire un focus. Et là, je dirais que l'évaluation, c'est un petit peu le miroir des craintes que la pandémie a placé chez nous, chez la plupart, on va dire, des institutions. C'était avec des questions sur la question liée au drop-out, l'abandon ou bien la tricherie, où est-ce que les notes vont augmenter ou vont baisser? Est-ce que finalement la qualité des examens en ligne peut se justifier? Donc on avait toutes ces craintes au départ. Donc là, on a vu des expériences, des comptes rendus d'expériences faits qui disent d'un côté, en fait, les craintes n'étaient pas fondées puisqu'on s'aperçoit que les processus mis en place, les solutions trouvées permettent de garantir la même qualité. Alors, il y a des changements. Ça veut dire qu'il y a là aussi, comme pour le passage de l'enseignement en présence à un enseignement en ligne, il faut faire des changements. On ne peut pas dire qu'on continue la même chose. Il y a des changements en profondeur. Pour les examens, c'était la même chose. Il a fallu réinventer, trouver des solutions. Mais on voit qu'il est possible aujourd'hui de faire des examens à distance et en ayant une qualité et pouvant en tout cas garantir cette évaluation. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement important parce que on a, côté institutionnel, là, des grandes craintes. Et aujourd'hui, la grande question se pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on garde au niveau des examens en ligne? Alors, la tendance est encore plus forte, là, institutionnellement, de dire on revient à l'état d'avant parce que là, on a l'impression de pouvoir garantir une certaine qualité. Or, on s'aperçoit qu'on peut et on doit aussi, par les expériences qui sont faites, illustrer les best practices et puis donner au côté institutionnel, aux leaders, la possibilité d'avoir un avis plus positif déjà, et puis de pouvoir aussi implémenter, avoir moins peur d'implémenter ces examens en ligne. Le côté institutionnel est très fort pour ça. Côté des enseignants, les compétences et les gestes professionnels, bien sûr, c'est la même chose. Si on veut que ça fonctionne, il faudra accompagner très fortement les équipes enseignantes pour leur permettre de scénariser, de mettre en place des examens. Ça, c'est la même chose. En fait, là, il n'y a pas de changement entre l'accompagnement pour monter le cours que pour préparer l'examen étant souvent aussi en partie totalement intégré. Côté de la professionnalisation, là, on avait aussi, et là, il y avait un focus aussi sur les compétences qui étaient prises dans l'axe 2 aussi, côté e-portfolio, donc je ne reviendrai pas là-dessus maintenant, mais on avait aussi cette question-là. La notion d'évaluation va aussi dans l'évaluation de ce qu'on a fait, de ce qu'on garde et ce qu'on emporte avec nous. Donc là, c'était pour l'axe 3 qui était, comme on l'a dit aussi, un petit peu moins représenté. Mais finalement, je me rends compte que là, il y avait une grande cohérence des avis. Donc là, pour la synthèse, Julie. Oui, alors tu vas devoir reslider, tu peux tout mettre d'un coup si tu veux. D'accord, très bien. Alors, oui, donc en fait, en synthèse, ce qu'on aimerait montrer, c'est qu'il y a une imbrication forte des trois axes finalement sur les compétences numériques, même si certains des axes sont moins développés, il était parfois difficile de savoir si on se situait dans l'évaluation, dans le développement de l'espace d'apprentissage, même dans la compétence numérique en elle-même. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ça, puisque du coup, on voit que nos problématiques, pour l'instant, sont toutes reliées avec peut-être effectivement un point nodal, en tout cas un point qui se développe autour de cette idée de l'espace d'apprentissage, ce qui semble assez normal vu la situation qu'on a vécue, comme on l'a déjà dit.
La place de la professionnalisation, alors elle est très importante dans ce colloque de par nos provenances. Hein. Je pense que là, on peut l'expliquer comme ça. On trouverait peut-être moins de thématiques autour de la professionnalisation dans un colloque où les populations seraient différentes, où il y aurait par exemple beaucoup plus d'enseignants, beaucoup plus de... Enfin, donc du coup, on a quand même une thèse de la professionnalisation, ce qui donne quelque chose d'intéressant. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes fait la réflexion, mais à plusieurs moments, on parle de formation de professionnels complètement différents, dont le métier sera complètement différent, et pourtant, on ressent tous et toutes les mêmes problématiques. On a tous et toutes les mêmes questions autour de la professionnalisation, et on se demande tous et toutes comment le numérique peut nous permettre d'être un levier pour cette professionnalisation. Donc là, on voit qu'on a un potentiel de regroupement autour des questions de la professionnalisation, en tout cas. Et surtout, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que, alors on parlait de bonnes pratiques hein, tout à l'heure dans la vidéo qui vous a été présentée, on vous a parlé de bonnes pratiques. Je pense qu'on peut même là, après ce colloque, aller au-delà de la bonne pratique, hein, puisqu'on est sur des gens qui font des recherches sur ces thèmes-là et qui donc apportent des pistes par rapport à ces thèmes-là aussi. On est sur des gens qui vivent, donc qui font l'expérimentation. Enfin, on a tout. Là, il y a une synergie assez forte et en fait, ce qui ressort, et ce qu'on aimerait finalement peut-être lancer, et ça a déjà été dit par certains conférenciers ou conférencières, c'est cette idée de finalement, si on regarde toutes les publications, nous, pour les avoir parcourues, en tout cas, toutes dans les résumés, pas toutes dans les publications, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on traite par groupe de mêmes objets. Alors oui, on entre avec notre champ d'expertise ou notre champ d'expérience, mais en tout cas, on traite des mêmes objets. Et ce qu'on aimerait, c'est inviter finalement à plus de collaboration entre les personnes qui traitent des mêmes objets, puisque regardant chacun d'un côté de la boîte, on pourrait peut-être avoir un modèle un peu plus complet en essayant de se rejoindre un peu, puis de regarder d'un peu plus haut cette boîte, de modéliser un petit peu tous ensemble. Donc, ce qu'on aimerait inviter, c'est plutôt que d'avoir... Parce que moi, j'ai assisté beaucoup de choses où finalement, on parle de pédagogique, mais il y a des éléments didactiques. On parle de didactique, il y a des éléments pédagogiques ou psychologiques ou sociologiques ou technologiques. Et en fait, d'inviter tous ceux qui sont là, s'ils ont vu des choses qui les ont marqués, s'il y a des personnes qui semblent traiter des sujets similaires, de se rapprocher pour qu'on essaye d'avoir un mouvement qui aille vers des collaborations plus fortes entre à la fois les différents champs et les différentes expertises, hein, qu'elles soient de terrain, qu'elles soient qu'elles soient didactiques ou pédagogiques ou technologiques, mais aussi entre les institutions, et donc pas seulement à l'inter des institutions, à l'intra des institutions, mais aussi entre toutes les institutions qu'on peut voir là pour finalement traiter des sujets qui nous sont communs et qui pour l'instant sont un peu traités de manière parcellaire et qui mériteraient d'être traités de manière regroupée par des équipes aux expertises différentes. Donc, il me semble que c'est notre conclusion. Hein. Je crois que sur la prochaine slide, nous vous souhaitons un bon colloque pour l'année prochaine. Donc, je vous remercie. Damien, je te repasse la parole si jamais tu souhaites conclure. Oui, alors peut-être juste, je tiens à remercier aussi tous les organisateurs et puis tous les participants pour ça. Et si je prends juste pour terminer ma casquette professionnelle actuelle, je peux que soutenir cette demande, cet encouragement de créer une collaboration et de mettre en réseau et en lien beaucoup plus tout ce qui est travaillé actuellement. Parce que l'exemple d'Unidistance, à Unidistance, on est au niveau de la direction, pas plus tard que la semaine prochaine, avec le groupe EduDL, donc une partie des collaborateurs étaient ici à travailler, à présenter des choses. On va devoir prendre une décision qui va être sur la décision très simple, où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on le maintient pour l'avenir et pas simplement pour le prochain semestre parce que il y a encore la pandémie, mais qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de ces 3-4 derniers semestres avec ce qu'on pensait déjà avant la pandémie et qu'est-ce qu'on implémente maintenant. Donc, on est vraiment en train de vivre sur ces questions qu'on a abordées, on les vit vraiment. Et puis, et là, à la différence peut-être de ce colloque, les gens ne sont pas tous sur le même niveau de compréhension et le même niveau d'acceptation des choses. Donc, on doit amener les gens à arriver à prendre des décisions. Et là, c'est quelque chose que toutes les institutions, à mon avis, vivent ou vont vivre. Et là, vous et nous, on a, je dirais,
un rôle très actif à jouer, qu'on peut jouer. Là, on en est sûr après les conclusions et après ce qu'on a vu ces 2 jours. Alors, un grand merci encore. Merci à vous deux pour ce mot de conclusion. Il était prévu, si je me souviens bien, mais je serai corrigé par Nathalie au cas où,